En renvoyant cet homme, les États-Unis vont vers la pire défaite militaire de leur histoire. Pete Hegseth, le secrétaire d'État à la Défense qui a jamais commandé une unité de combat, a mis à la retraite Randy George. Ce général, chef d'état-major de l'armée de terre américaine, qui est vétéran de la guerre d'Irak et d'Afghanistan, il a été renvoyé sans avoir commis de faute. Et il n'est pas un cas isolé. Le même jour, 2 autres généraux ont été démis de leurs fonctions. Et depuis 14 mois, ce sont 26 généraux ou amiraux qui ont été mis à la retraite de force. Et pourquoi est-ce qu'ils sont remerciés? Ces chefs d'état-major, ils prêtent serment devant la Constitution et pas devant le président. Légalement, ils peuvent refuser un ordre qu'ils jugent inconstitutionnel. Ils sont là pour ça. Avec tous ces limogeages, maintenant qui est en mesure de dire stop à l'exécutif américain? Ceux qui restent après eux, ceux qui sont mis à leur place, sont moins expérimentés et sont beaucoup plus dociles. Et là, après plus d'un mois de bombardement intensif, on estime que l'Iran conserve quand même la moitié de ses lance-missiles, et sa flotte de drones est presque intacte. Et donc on peut se poser la question, quels sont les ordres qui vont être donnés maintenant? Pourquoi est-ce que Randy George et les autres ont été limogés maintenant? Quels ordres auraient-ils refusés? Envoyer des troupes au sol maintenant, avec des généraux inexpérimentés, et face à un Iran qui possède encore une grande puissance de feu, c'est le scénario d'une défaite vraiment historique. Trump se vante de crimes de guerre en direct. Le pont B1 entre Karaj et Téhéran, le plus haut pont du Moyen-Orient, toujours en construction, vient d'être détruit par des frappes israélo-américaines. Trump l'a publié lui-même sur son réseau social en disant « Much more to follow ». La même journée, l'Institut Pasteur de Téhéran, un centre médical centenaire, a lui-même été frappé. Ce sont des infrastructures civiles qui sont visées, ce sont des crimes de guerre présumés. Au début du conflit, Trump disait vouloir libérer le peuple iranien. En frappant des ponts et des instituts médicaux, ce sont les civils qui sont touchés. On est très loin de la libération. On est bien dans ce qu'appelle Robert Pape le piège de l'escalade. Le discours de Trump hier soir l'a bien montré. On aurait pu croire qu'il appelle à la désescalade, mais ce n'est pas le cas. Il a déclaré victoire tout en gardant les options d'escalade ouvertes. En fait, il a donné des signaux contradictoires qui peuvent amener à aller plus loin. Trump n'a fait que donner des signaux contradictoires hier, en invoquant par exemple les soldats disparus pour justifier de continuer. Et ça donne historiquement des guerres toujours plus longues. Et ce qui s'est passé aujourd'hui en est bien la preuve. On est au début d'une nouvelle étape de la guerre. Un pays profite de la guerre en Iran en ce moment, et on en parle très peu. C'est l'Algérie. Ça fait des semaines que l'Iran bloque quasiment le détroit d'Ormuz. Et quand Qatar Energy a suspendu Ras Laffan, 20% du gaz naturel liquéfié mondial a disparu du marché, du jour au lendemain. Et là, l'Europe s'est tournée vers Alger. Le gaz algérien, au moins, il ne passe pas par Ormuz. Il passe par ces 2 gazoducs, Transmed vers l'Italie et Gazmed vers l'Espagne. Et en 2 semaines, début mars, au début du conflit, les exportations de gaz algérien vers l'Europe ont bondi de 74%. Sur la même période, la France seule a doublé ses achats. Donc peu importe les tensions, quand il y a besoin d'énergie, on se tourne vers Alger. D'ailleurs, Sonatrach, la compagnie nationale algérienne, a annoncé 52 milliards d'euros d'investissement pour doubler sa production d'ici 2030. Ça a été annoncé juste avant la guerre, comme quoi Alger avait senti venir. Et regardez le calendrier des visites. Le 24 mars, Giorgia Meloni était en visite à Alger, même si cette visite était prévue depuis avant le début du conflit aussi. 2 jours après, c'était le chef de la diplomatie espagnole, alors que les relations étaient gelées depuis 2022 à cause du Sahara occidental. Le gaz a contribué à dégeler les relations. Mais attention, soyons honnêtes, l'Algérie n'a pas les moyens de remplacer le Qatar du jour au lendemain. Ses capacités sont limitées à court terme. Si le Qatar fournissait 20% des exportations mondiales de GNL, l'Algérie c'était en dessous de 3%. Reste à voir si sur le long terme, l'Algérie va rester seulement un fournisseur d'urgence en cas de crise ou si elle peut utiliser la géopolitique des ressources comme un levier diplomatique important.